en Afrique. Dans la série sur Rebeuss, nous parlons ce soir du secteur informel très dynamique dans ce quartier dakarois. Il sera également question de business de la récupération de ferraille. Rebeuss est le premier site de débarquement et dans la rubrique métier, les fabricants de marmites de Rebeuss sont à l'honneur. Et puis, Burundi à Sénégal, ce samedi en éliminatoire de la CAN 2017, les Lions n'ont besoin que d'un point pour aller au Gabon. La dernière séance d'entraînement a eu lieu aujourd'hui à Bujumbura. Le sélectionneur Aliou Cissé a fait les derniers réglages. Et puis, un invité dans ce journal, Souleymane Jules Diop, le secrétaire d'État chargé du suivi du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Bonsoir. Alors nous vous retrouverons donc, nous allons vous retrouver un peu plus tard dans cette édition du journal que nous démarrons avec le retour du chef de l'État à Dakar. C'était hier soir en prévenance de Paris où il prenait part au forum de l'OCDE 2016, une rencontre qui avait pour thème croissance inclusive et productivité, innovation et économie numérique avec en toile de fond la coopération entre les pays au service de la mise en œuvre des grands accords internationaux. Le président de la République a également saisi cette occasion pour s'entretenir avec les grandes entreprises françaises et hommes d'affaires. À son retour, le président de la République a été accueilli par la présidente du Conseil économique, social et environnemental et des membres du gouvernement. La visite ce jeudi du président Macky Sall à l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE, une rencontre très attendue au moment où l'actualité fiscale internationale a été au cœur des échanges. Le Sénégal a exposé son ambition d'assurer son développement à travers sa politique économique et sociale. Le PSE, l'évasion fiscale dans les activités minières en Afrique, a été dénoncée par le chef de l'État. L'adhésion de notre pays à l'ITIE répond aussi au souci de lutter contre le handicap lié à la législation dans ce domaine. Envoi spécial Aboubakry Kane. C'est en sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD que le chef de l'État a été accueilli au siège de l'OCDE. Sa visite était très attendue par les responsables du centre de développement qui compte aujourd'hui 9 pays africains dans son comité directeur. L'Afrique est un partenaire important de l'OCDE qui s'engage à appuyer davantage la construction de politiques publiques innovantes sur le continent. Il s'agit de nouer un partenariat étroit avec les pays et les institutions sous-régionales et régionales. C'est d'un échange. L'organisation et ses membres ont beaucoup à apprendre du continent africain. Le président Macky Sall n'est pas seulement le président du Sénégal, mais aussi il nous visite comme président de NEPAD. Ça veut dire qu'il représente aussi l'ensemble des économies régionales. Si la participation active des pays africains dans l'OCDE n'a jamais été aussi forte, c'est parce que les sujets de préoccupation sont de plus en plus nombreux et complexes et qu'ils ont un impact sur l'économie et le processus de développement. Le secrétaire général de l'organisation affirme que selon la dernière édition des perspectives économiques en Afrique, l'économie sénégalaise va continuer à se renforcer. Alors que la croissance du continent africain a légèrement marqué le pas en 2015, au Sénégal, elle reste vigoureuse, 6% en 2016 et davantage en 2017. La rencontre a porté sur des questions d'intérêt commun, entre autres défis, celui de la paix et de la sécurité, des préalables à toute performance économique devant mener à un développement durable. Et pour le président Macky Sall, le combat contre le terrorisme inclut la lutte contre l'ignorance et l'exclusion sociale. Pour tarir les sources qui alimentent le terrorisme, il faut investir dans l'éducation et la formation. Il faut investir aussi et surtout dans les activités génératrices de revenus. Il faut créer les conditions d'un développement inclusif pour que la croissance ne se réduise pas en une mécanique autocentrée, sans finalité sociale et humaine. Il faut une croissance à visage humain. La croissance doit être partagée, certes au sein des pays, mais aussi entre eux, par un commerce international plus équitable.
Un commerce qui met fin aux subventions abusives et rémunère à leur juste valeur les matières premières. L'actualité fiscale a également été largement abordée au cours de la rencontre. Le Sénégal, qui a participé à l'élaboration des nouvelles règles fiscales, a réaffirmé sa position. Pour nous, pays en développement, la réforme du système fiscal international devrait aussi inclure 4 volets qui me paraissent essentiels. Premier volet, c'est la formation des ressources humaines qualifiées. Deuxièmement, l'assistance technique en matière d'identification des besoins de réforme et de planification stratégique. Troisièmement, le renforcement des capacités des administrations fiscales, y compris le soutien à leur informatisation. Et enfin, le soutien à la révision des codes miniers et des codes pétroliers et la conclusion de contrats plus équitables dans ces domaines. Abordant les incitations fiscales à l'investissement, le chef de l'État a dénoncé le non-paiement de la fiscalité dans les activités minières dans nombre de pays africains. Et pourtant, ces mêmes activités sont taxées dans les pays développés. La première mesure de lutte contre l'évasion fiscale doit consister à faire payer la fiscalité là où se crée la richesse, c'est-à-dire dans les pays où les compagnies mènent leurs activités et tirent leurs profits. Si nous voulons que l'effort interne finance davantage le développement, nous devons instaurer plus d'équité entre le respect des droits légitimes de l'investisseur et ses obligations fiscales dans le pays où il intervient. Il faut travailler à l'efficacité de l'aide publique au développement et harmoniser les partenariats. La quête de l'émergence passe par moins d'aide et plus d'investissements privés et de PPP pour atteindre un développement inclusif. Le chef de l'État en visite à l'OCDE jeudi ici à Dakar. Plusieurs chefs d'État sont arrivés aujourd'hui. C'est pour prendre part à la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'ouvre samedi dans notre pays. Elle coïncide avec la fin du mandat du président Macky Sall à la tête de la CEDEAO. Synthèse Pape Biram Biguediaye. C'est le président de la République du Niger qui ouvre le ballet des chefs d'État. C'est peu après 12 heures que Mahamadou Issoufou a foulé le sol du Sénégal pour prendre part à la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À sa suite, c'est le voisin guinéen qui fait son arrivée à Dakar. Le président Alpha Condé, accueilli par le chef de l'État, dans une atmosphère empreinte de cordialité, sur fond de retrouvailles entre deux chefs d'État, amis, frères et voisins. En début d'après-midi, l'avion présidentiel burkinabé atterrit sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le président Roch-Marc Christian Kaboré est reçu avec les honneurs sur le sol sénégalais. À 16 heures, c'est le président Sierra Leone qui fait son arrivée à Dakar à bord de la Pointe Toussarène, l'avion de commandement du président de la République Macky Sall, spécialement affrété à cet effet. C'est avec les mêmes honneurs dus à son rang que le président Ernest Bai Koroma a été accueilli. Une demi-heure après,
C'est l'avion de commandement de la Côte d'Ivoire qui atterrit sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Alassane Ouattara retrouve un frère et un ami, le président Macky Sall. Entre autres points à l'ordre du jour de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, l'état d'avancement des négociations sur les APE et l'élection du nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ensuite, tout c'est autour du Mali voisin. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est accueilli par le président Macky Sall. Les retrouvailles sont toujours des moments forts de communion, une proximité qui symbolise la vitalité des relations entre deux pays voisins, deux peuples unis par l'histoire et la géographie. La 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'ouvre donc ce samedi à Dakar. Elle coïncide avec la fin du mandat du président Macky Sall à la tête de la CEDEAO. Deux autres chefs d'État sont arrivés en fin d'après-midi à Dakar. Il s'agit du Béninois Patrice Talon, fraîchement élu à la tête du Bénin. Il a été accueilli par le président Macky Sall. Tout comme il va donc venir, le président donc, du Bénin, nouvellement élu, accueilli par le président Macky Sall à son arrivée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Autre chef d'État arrivé à Dakar, celui du Ghana, John Dramani Mahama, qui a foulé le sol du Sénégal aux alentours de 19h. Le président du Cap-Vert clôture le ballet des chefs de l'État. Il est attendu tard dans la soirée. Je rappelle que tous ces chefs d'État sont réunis à Dakar pour les besoins de la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'ouvre demain samedi à Dakar. Régularisation des élèves non déclarés à l'état civil. Pour 2016, 34 000 élèves sont concernés pour les examens du CFE et du BFM. Cette campagne lancée ce matin s'inscrit sur 6 ans. Elle vise l'éradication définitive des situations d'exclusion d'élèves du système éducatif pour défaut d'acte de naissance. Et grâce à ce financement de l'UNICEF et de l'Union européenne, l'État vient d'enclencher la deuxième phase du processus. Fatou Sahou. Après une phase d'expérimentation dans le cadre du programme d'appui à la modernisation de l'état civil qui a permis la régularisation de 18 615 élèves de l'élémentaire dans les départements de Rufisque, Guédiawaye, Kolda et Nioro-du-Rip, l'heure est à la généralisation pour tous les élèves non enregistrés. Le plus important, c'est l'engagement des acteurs. Et c'est au niveau de l'engagement des acteurs que nous sentons cette difficulté de voir les élèves arriver en classe de CM2 ou de 3e secondaire et de voir effectivement donc un vide qui risque bien entendu de bloquer leur processus scolaire. C'est un fléau. Le problème est identifié et plus urgent quand on est en classe d'examen. Mais c'est un problème qui ne concerne pas seulement les classes d'examen, qui concerne le système scolaire de manière globale. C'est pourquoi l'objectif est de mettre en place un dispositif intégré qui permette de prendre en charge ces difficultés. L'opération, financée dans sa première phase par l'Union européenne, s'étendra sur 6 ans. Elle permettra à 48 653 élèves du CM2 de disposer d'un acte d'état civil. Registre état civil, ça donne des droits fondamentaux à la population pour participer à la société. Un domaine où nous sommes partenaires du gouvernement depuis 2012. On a signé une convention avec le gouvernement pour un montant de 3,3 milliards de CFA pour un programme de 5 ans. Cette action sera renforcée par l'intervention de l'UNICEF qui accompagne le processus pour un élargissement au secondaire. Il faut dire que si les parents font la déclaration de naissance de leurs enfants avant une année, c'est une démarche beaucoup plus facile que si c'est retardé et après ça va être beaucoup plus difficile et il y aura des différentes sortes de mécanismes qui doivent être suivis. Donc c'est à l'intérêt des parents, l'intérêt de la société et surtout l'intérêt des enfants pour
avoir accès à tous les autres droits. L'acte d'état civil, une pièce indispensable à tout individu. Pour reprendre le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, toute naissance doit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil du lieu de naissance. L'aspiration ici est d'atteindre l'enregistrement universel. Les élus locaux et les autorités administratives seront bientôt impliqués dans les projets et programmes de construction scolaire dans la région de Sédhiou. C'est ce qui ressort du CRD tenu dans la capitale du Pakao. Il porte sur la supervision des projets et programmes de construction d'infrastructures. Moussa Mané. Sur le chemin de Sédhiou, Serigne Mbaye Thiam est allé à la rencontre des élèves de Diakounda qui sûrement se soucient de leur avenir. L'avenir aussi de l'éducation dans cette partie du pays se conjugue avec des infrastructures de qualité. C'est tout le sens de ce CRD. Il porte sur l'état des lieux de l'exécution des programmes et projets de construction, l'identification des difficultés et risques en vue de trouver des solutions et une feuille de route. Nous avons pris prétexte de la supervision d'un projet important que nous avons dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou, qui est le PAEPK, le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance, projet pour lequel, rien qu'au niveau de la région de Sédhiou, il sera construit 13 collèges clés à main et 5 écoles élémentaires. Au-delà du PAEPK, il s'agit aussi de faire un état des lieux des constructions et projets financés par l'État, mais aussi dans le cadre de la coopération pour un montant de 5 milliards 100 millions de francs CFA entre 2012 et 2015. 607 salles de classe, 34 blocs administratifs, 52 blocs d'hygiène, de construire aussi 9 collèges clés à main qui sont soit achevés, soit en cours de finition, un bloc scientifique et technologique qui est en cours de construction, un lycée, c'est le lycée de Goudomp, et l'achèvement du Dara moderne de Bogal. Toutefois, pour une meilleure gestion et un suivi des constructions, certains acteurs souhaitent une implication des collectivités locales et autorités administratives. On se rend compte que ce soit dans tous les secteurs, les investissements mis en place sont souvent dégradés très rapidement par des mauvais comportements, mais aussi parce que les personnes ne se sentent pas responsables de ces infrastructures. Il faut que vraiment les collectivités soient impliquées en amont et en aval pour qu'en cas de problème, qu'on puisse intervenir, mais avant qu'il y ait des problèmes aussi, qu'on sache qu'est-ce que l'État fait, il le fait où, il le fait avec qui. Il était important aussi que tous les partenaires de Sédhiou, de la région, se rendent compte de la mobilisation du gouvernement en premier chef, mais aussi des partenaires qui les accompagnent et de pouvoir sentir que nous poussons à la mobilisation de tous. La réunion a été utile puisqu'elle a permis d'identifier un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre des projets, notamment le partage de l'information, la qualité de certaines infrastructures construites mais qui n'ont pas reçu l'équipement adéquat, ainsi de suite. Sur le chemin de retour, le ministre a fait escale au CEM et lycée de Diakounda. Sur place, il a constaté l'état de l'établissement avec ses quelques abris provisoires. Selon des statistiques, les abris provisoires ont diminué de 60 à 40%, une situation qui a été au cœur de la rencontre du jour et que le ministre souhaite résoudre au plus vite. La dernière phase de validation du guide sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant, la cellule d'appui à la protection de l'enfant en partenariat avec l'UNICEF veut recueillir les observations et contributions des acteurs des médias afin d'améliorer le contenu du guide. C'est un outil qui va permettre aux journalistes de faire un meilleur traitement des questions relatives aux enfants. Fatou Diouf. Écrire sur un enfant, mettre sa photo dans un journal ou montrer son visage à la télévision peut des fois constituer une atteinte grave à sa dignité. D'où l'importance d'outiller les acteurs des médias sur l'éthique journalistique et les droits de l'enfant. Ainsi, ils pourront mieux traiter les questions relatives à l'enfant en tenant compte de sa spécificité et de sa vulnérabilité. Le but recherché, c'est que nous ayons une information qui soit meilleure, qui soit de qualité et qui soit surtout respectueuse des droits de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de dérives dans la presse et que les droits de l'enfant ne sont pas respectés dans le traitement des enfants, notamment le droit à l'image, la protection des données, etc. Et parfois, nous avons certaines images dégradantes dans les médias et nous pensons que c'est dû à un fait de manque de formation où parfois les journalistes ne sont pas très au fait des droits de l'enfant. Cet atelier organisé par la
cellule d'appui à la protection de l'enfance et l'UNICEF regroupe juristes, acteurs des médias et de la protection de l'enfance. Ensemble, ils vont formuler les dernières recommandations pour améliorer le contenu du guide avant sa validation finale. Aujourd'hui, des images violentes parfois sont vues dans la presse ou des cas de viol ou des images d'enfants qui ne sont pas floutées. On montre le visage des enfants, on montre les enfants dans des scènes parfois qui peuvent heurter la sensibilité non seulement des personnes mais également notre culture, notre religion. Donc toutes ces choses-là sont prises en compte dans ce guide qui est un outil, je pense, très fort qui permettra aux journalistes de savoir comment traiter l'information, comment ne pas la traiter, quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les mauvaises pratiques. Les guides sur l'éthique journalistique et droits de l'enfant contiennent des informations sur les différentes chartes et conventions ratifiées par l'État du Sénégal pour la protection de l'enfant. Une meilleure appropriation de ces textes par les journalistes permet de mieux protéger l'enfant de l'information qui peut porter atteinte à sa dignité. Vous l'avez certainement constaté, les uniformes sont revenus à l'École nationale d'administration depuis le 19 mai dernier. Les futurs cadres de l'administration sénégalaise sont visibles avec leur tenue kaki, une mesure qui vise à renforcer la rigueur et la discipline au sein de l'établissement. Anaïs Nyanyamane. Le port de l'uniforme est effectif à l'École nationale d'administration. Un constat à l'intérieur comme aux alentours de l'établissement permet de voir que les élèves sont habillés en kaki. Les épaulettes diffèrent selon le cycle d'études. L'École nationale d'administration est la seule école au Sénégal qui forme les meilleurs cadres de l'administration. Donc il faut une discipline, il faut une citoyenneté, il faut également un patriotisme et nous pensons que le port de l'uniforme renforce donc ces valeurs que l'école cherche à promouvoir. Le retour du port de l'uniforme à l'école est une directive présidentielle. On peut renforcer la discipline et la rigueur, surtout qui doivent être des principes de base au niveau donc, de la gestion de cet établissement d'excellence. Depuis plus de 20 ans, les élèves de l'ENA n'ont pas porté d'uniforme. Un grand retour aux valeurs civiques qui permet de renforcer les relations. Le retour du port d'uniforme, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet de donner une belle image de l'École nationale d'administration dans un premier temps et d'identifier les élèves de l'école, d'éliminer les inégalités. C'est un honneur, c'est une identité. Quand on voit ses collègues habillés porter la même tenue, ça crée une identité. On se trouve dans une appartenance à l'ENA, on se reconnaît et c'est un honneur. La direction générale n'a pas lésiné sur les moyens pour mener à bien sa mission. La dotation comprend une tenue saharienne et une tenue vareuse, donc une dotation faite aux élèves gratuitement. Ces uniformes sont portés à l'occasion des cours et surtout quand ils sont dans la cour de l'école. Pour chaque élève, nous avons eu une dotation d'environ 100 000 francs, non compris bien sûr les autres coûts, mais au total, c'est au moins une acquisition qui nous a coûté une quinzaine de millions. Le grand retour des uniformes à l'ENA est une directive du chef de l'État. Une application définitive de cette mesure devrait permettre de mieux identifier les élèves de l'École nationale d'administration. La visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le département d'Oussouye, une visite qui a permis à Mansour Faye de constater la situation des infrastructures dans cette localité. Des mesures urgentes vont être prises pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Abdoulaziz Ban. À bord des pirogues, la délégation ministérielle se rend à El Obalir. Il faut 1 heure de trajet pour rallier cette île du département d'Oussouye. Cette localité présente une situation assez particulière. Les cases à impluvium sont utilisées pour obtenir de l'eau de pluie pour la consommation. Pendant l'hivernage, quand il pleut, les mamans vont placer sur le bas de l'entonnoir les bassines pour récupérer cette eau. Quand elles récupèrent cette eau-là, elles les conservent dans des bidons. C'est pour cela, si vous entrez dans les cases, si vous regardez dans les alentours, il y a beaucoup de bidons pour stocker l'eau que nous utilisons pour conserver l'eau. Mais néanmoins, cette eau-là n'est pas de très bonne qualité parce que l'eau de la paille, elle est de couleur rouge. Mais on est obligé de boire cette eau parce qu'on n'a pas de l'eau. L'urgence d'une mise en place d'un dispositif d'eau potable se manifeste par la construction
de cases à impluvium pour recueillir et stocker l'eau de pluie. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, d'où la nécessité de l'inscrire dans tous nos documents de planification. Le ministre de l'Hydraulique a tenu à rassurer les populations de l'Eau-Balir. L'île va être alimentée en eau potable dans les mois à venir. Il y a un forage à 7 km de la localité. Mes services vont en tout cas se mettre en œuvre pour alimenter la localité à partir de ce forage. Je puis vous assurer, à partir de maintenant, dans les 2 mois qui suivent, vous allez disposer de l'eau potable. Cap ensuite sur les localités de Loudia Wolof, Kabrousse et Cap Sikiring. Ces zones présentent une même situation et ont besoin d'avoir un réseau fonctionnel. La question de l'eau se pose avec acuité dans la collectivité locale. L'on puisse disposer d'un réseau d'adduction d'eau de dernière génération à l'échelle de la collectivité locale, depuis Nikin jusqu'à Cabrosco sur à peu près 40 km. Réaliser un château d'eau et alimenter à partir d'une nappe pas loin pour pouvoir permettre aux femmes, à la population de la commune de Djembereng de pouvoir bénéficier de l'eau dans les 6 ou 7 mois en attendant que le programme de la BADEA se mette en œuvre. Et cela va permettre rapidement de réaliser des ouvrages au niveau du département de Oussouye, au niveau du département de Bignona, au niveau du département de Ziguinchor. Le ministre et sa délégation ont ensuite rendu visite au roi d'Oussouye, Siboulou Baye Diédhiou, qui s'est dit engagé à accompagner le gouvernement dans tous ses projets. Je vous l'annonçais dans les titres, l'invité de ce 20h est Souleymane Jules Diop, le secrétaire d'État chargé du suivi du programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Alors, avec vous, Monsieur le ministre, nous allons donc parler de cette rencontre des experts hommes d'affaires nationaux et de la diaspora sur le thème contribution au PSE et au PUDC. Ce sera donc les 6 et 7 juin ici à Dakar. Pourquoi une telle rencontre d'abord ? C'est suivant en réalité les orientations de Monsieur le Président de la République. Cela est apparu déjà dans sa volonté de redéployer, reformater notre diplomatie pour en faire une diplomatie économique. Et à l'occasion de la dernière conférence des ambassadeurs, Monsieur le ministre à Dakar, Monsieur le ministre Mankeur Ndiaye m'a fait l'honneur de me désigner comme étant une des personnes, un des ministres devant présenter une communication sur le PUDC. Et à cette occasion, évidemment, la question qui est en réalité la question centrale est venue de savoir comment impliquer la diaspora dans la mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal. Et surtout, comment optimiser et rationaliser, orienter les flux financiers qui nous arrivent, plus de 2000 milliards par année, ce qui fait près du quintuple de l'aide au développement. Monsieur le Président de la République, le 10 février dernier, au Conseil des ministres, a instruit le gouvernement de tout faire, de tout mettre en œuvre pour associer la diaspora à la réussite de sa politique de développement. Et naturellement, aujourd'hui, le PSE étant le référentiel unique en matière de politique publique et le PUDC, presque s'inscrivant dans le cadre de l'axe 1 du PSE et de l'axe 2, axe 1, transformation structurelle de notre économie, axe 2, lutte contre les inégalités, développement du capital humain, on voit l'importance du PUDC en tant que programme d'urgence pour résorber le gap monde rural, cité urbaine, mais surtout combattre les inégalités et les disparités qu'il y a entre les villes et le monde rural. Et surtout, ça s'inscrit dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation qui vise à une dignité universelle de toutes les localités du Sénégal par la communalisation universelle et plus tard dans sa phase 2 par le développement de territoires intégrés de développement économique. Nous avons donc suivi Monsieur le Président de la République et avec le soutien de Monsieur le Premier ministre qui est en réalité le vrai responsable du PUDC parce que ma mission de suivi n'est qu'une mission déléguée, le Président de la République ayant défini les orientations
Et dans ce cadre-là, le Premier ministre nous a demandé de faire ce que nous voulons faire aujourd'hui, qui est une première dans l'histoire du Sénégal. N'oubliez pas que le président de la République a pris une mesure historique, qui est de faire élire des députés de Sénégalais de l'extérieur, et donc la question de la représentation dans les instances de décision, dans les instances où se vote le budget, qui est l'instrument majeur en matière de politique. Et le président de la République étant sorti de là, dans un contexte de dialogue national, a demandé l'organisation de ce grand forum qui va réunir plus de 400 personnes, mais surtout les cadres, experts, hommes d'affaires de la diaspora, nos valeurs sûres en matière de capital humain, de capital financier, qui rencontrent les hommes d'affaires ici au pays face aux décideurs de l'État, aux représentants du patronat, aux élus locaux. Tout ceci va faire de cette rencontre une grande rencontre, mais surtout une première dans l'histoire du Sénégal, et qui prouve encore une fois l'intérêt que M. le Président de la République porte à sa diaspora. D'accord. Alors, en réunissant pendant 2 jours des experts et des hommes d'affaires nationaux et de la diaspora pour parler du PUDC, du plan Sénégal émergent, vous attendez quoi comme résultat concret? Alors, comme résultat, déjà dans les interventions, permettre à la diaspora, qui en a une vision parfois distante, ce qu'est le PSE, la pertinence du PSE, les secteurs prioritaires dans lesquels l'État attend des investissements massifs. Nous aurons une communication du ministre chargé du PSE qui va définir le cadre global de le PSE en tant que référentiel unique. Nous aurons une communication du directeur du PSE qui va lui nous parler des réformes prioritaires, des projets majeurs. Nous allons avoir une communication du directeur de l'APIC sur l'environnement global des affaires et leur impact sur la réalisation des grands projets de M. le Président de la République. Nous aurons une intervention du directeur des investissements qui va lui nous parler des opportunités d'investissement pour la diaspora. Et naturellement, nous aurons une communication du directeur national du projet PUDC, Cheikh Diop, qui fait un excellent travail jusqu'ici et qui va nous parler du PUDC, de sa pertinence et surtout de l'état d'avancement de ce que nous faisons jusqu'ici. Ensuite, il y aura les ateliers autour de thèmes concernant les axes prioritaires, l'énergie, l'hydraulique rurale, l'agriculture, les chaînes de valeur, l'horticulture, et nous aurons naturellement des animateurs de qualité parmi ceux que nous considérons aujourd'hui comme les meilleurs. Vous aurez M. Mbodj, conseiller spécial du président de la République, l'ingénieur Ibrahima Mbodj, vous aurez Kanté de la SAED, vous aurez Muntagassi de l'APIX, vous aurez le directeur de l'horticulture, Diouf, et d'autres grandes figures, personnalités connues pour leur qualité. Vous aurez naturellement M. Ibrahima Wade, qui est directeur général du PSE, et tout ce monde va se réunir autour de grands panélistes. Nous aurons le patronat sénégalais, c'est ceux qui sont chargés d'accompagner l'État et de saisir les opportunités en matière d'investissement, mais aussi en matière de création d'emplois. Tout ceci pour converger le lendemain vers un rapport, des recommandations, évidemment un plan de suivi du forum de l'émergence de Dakar, parce que ce que nous voulons, c'est pérenniser encore une fois une telle rencontre, lui donner une dimension mondiale, parce que demain, ce ne sont pas que des Sénégalais qui vont venir, ils sont accompagnés d'investisseurs. Nous avons déjà 15 consuls qui ont confirmé, nous aurons 8 chefs de bureau économique et ils seront accompagnés par des investisseurs et de grands hommes d'affaires. C'est extraordinaire quand on connaît la qualité de l'expertise sénégalaise expatriée, mais aussi la capacité financière qu'ont les Sénégalais. Moi, j'ai été en Zambie, un peu partout, j'ai trouvé des Sénégalais. Certains ont des blocs miniers là-bas. Imaginez que nous sommes devenus un pays minier, nous allons devenir bientôt un pays avec la découverte de gaz, un pays pétrolier avec la découverte de pétrole, d'importants gisements. Nous avons besoin d'orienter notre expertise vers ces secteurs, parce qu'il ne faut pas attendre. Justement, c'est conforme aux orientations de M. le Président de la République, aux orientations aujourd'hui du secteur de la formation professionnelle, de l'éducation. Et il s'agit donc,
Pour la diaspora, le lendemain, un événement majeur que nous attendons, je ne vais pas en parler tout de suite, mais surtout, je l'ai dit, dans un contexte de dialogue national, Monsieur le Président de la République fait l'honneur à sa diaspora, aux experts au cadre, mais aussi aux nationaux, de les recevoir à dîner pour les entretenir justement de tout ce qu'il a l'ambition de faire, mais du sens du dialogue national qui vient d'initier, parce qu'il accorde de l'importance à la participation de la diaspora à ce dialogue national, mais surtout à la construction du pays. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Et je voudrais saisir l'occasion, Monsieur Traoré, vous allez me le permettre, pour remercier Monsieur le Président de la République, qui a immédiatement décidé de nous accompagner. Monsieur le Premier ministre qui nous a gratifié de ses conseils, de ses orientations, surtout de mon frère Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, qui a mis toute son équipe à notre disposition, le protocole, la direction des conférences, son cabinet, et tout le monde s'y est mis, et c'est ce qui nous a permis en 2 mois seulement d'organiser cette grande conférence qui, nous en sommes certains, va connaître une réussite. Et notre ambition, encore une fois, c'est de pérenniser cette rencontre pour faire de Dakar, justement, un pôle de rencontre en matière d'investissement, comme il y en a dans le monde entier. D'accord. Monsieur le ministre, on va malheureusement, on est rattrapé par le temps, on va malheureusement donc s'arrêter là pour juste rappeler donc que cette rencontre c'est les 6 et 7 juin. Sous la présidence effective de Monsieur le Premier ministre. Voilà, donc c'est une rencontre des experts et hommes d'affaires nationaux et de la diaspora, contribution au PSE et au PUDC. Merci d'être venu ici. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité. Voilà. C'est bien gentil, merci. Voilà, merci à vous. Dans la suite de cette édition, l'État du Sénégal qui mobilise plusieurs milliards de francs CFA pour subventionner l'agriculture, cela a fortement permis de moderniser le secteur, mais aussi de booster la productivité. Toutefois, selon une étude réalisée par l'initiative prospective agricole et rurale, plus de 20% de cette subvention n'arrivent pas à bonne destination. Et pour renverser la tendance, le programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile financé par l'Union européenne a organisé une table de concertation à Penamo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de financement du programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile, l'Union européenne a appuyé l'initiative prospective agricole et rurale IPAR pour alimenter la réflexion dans le domaine de l'alimentation et la sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre qu'une étude a été menée sur les subventions agricoles. Il faudrait redéfinir le terme de gros producteurs pour pouvoir inclure là-dedans des gens qui vont effectivement sur le terrain et travailler la terre pour booster l'agriculture. Cette table de concertation organisée par le ministère de l'économie, des finances et du plan a permis d'avoir des échanges fructueux entre autorités étatiques et acteurs de l'agriculture. C'est important de pouvoir suivre chaque étape de mise en place de la subvention afin de déterminer les véritables responsables, mais également afin de permettre à ce que ces subventions-là arrivent aux véritables destinataires. Face à ces contraintes et aux nombreuses pertes dans le circuit de distribution, des commissions ont été mises en place. Objectif, chercher à mieux améliorer la traçabilité de ces subventions. Je crois que c'est un atelier assez important et l'Assemblée nationale a besoin de ces informations, de ces données-là pour pouvoir mener le plaidoyer nécessaire, pour pouvoir améliorer ces pertes si elles sont évaluées aussi bien dans la subvention, mais aussi bien au niveau des pertes agricoles. Nous pourrons maintenant veiller à ce qu'il y ait une meilleure politique agricole au Sénégal. La rencontre a permis aux autorités ayant en charge les politiques de promotion agricole de faire le point sur les rapports subventions, productivité, croissance économique. La semence, elle est essentielle. Les engrais, nos sols sont pour l'essentiel aujourd'hui lessivés, en particulier dans le bassin arachidier. Le gouvernement, chaque année, dégage une enveloppe de plus de 5 milliards de francs pour le matériel de culture atelier. Et pour ce qui concerne les cultures type irrigué, il y a une subvention extrêmement importante. En 2012, l'agriculture représentait 0,01% de la croissance. Aujourd'hui, l'agriculture, de façon globale, représente quasiment la moitié des points de croissance. À l'issue des échanges, les différents acteurs sont unanimes sur la nécessité d'accompagner l'État et les producteurs à améliorer les pratiques et les impacts des subventions pour une agriculture sénégalaise plus performante.
Le centre hospitalier régional de Matam va bientôt ouvrir un service de dialyse. Le matériel acquis par les autorités sanitaires a été convoyé sur place. Ainsi, ce sont 8 centres de dialyse que le Sénégal compte. L'hôpital de Saint-Louis a été renforcé dans ses capacités avec de nouvelles machines. Tout ceci entre dans le cadre d'un programme d'élargissement de l'offre de soins de dialyse de 8 milliards de francs CFA au Martiao. Rapprocher la dialyse des populations où qu'elles se trouvent, la rendre disponible le plus largement possible, c'est l'objectif des autorités sanitaires. Déjà, 8 centres de dialyse existent et Matam n'attendra plus longtemps. Près de 30 générateurs de dialyse avec 2 unités de traitement d'eau qui sont destinés au centre de Matam. Chaque jour, il y a des malades de Matam qui viennent voir quand est-ce que le centre va ouvrir. Et je pense que ça, c'est un soulagement pour les malades et surtout également pour les professionnels de la santé. Un soulagement pour les résidents de la région de Matam à plus de 700 km de Dakar. Ils n'auront plus à se déplacer vers la capitale ou sur Saint-Louis, qui sera d'ailleurs renforcé. J'ai visité le centre de Saint-Louis et j'ai vu qu'il y avait à peu près 8 lits de dialyse. Ce qui veut dire, même si vous avez un groupe le matin et le soir, ça ne vous fait pas plus de 16 malades que vous prenez pratiquement en charge, mais tous les 2 jours. Et disons au total, vous avez 32 malades dans toute une région, alors que la demande est là. Le deuxième centre de Saint-Louis, donc du centre aussi hospitalier régional de Saint-Louis, 20 postes. Ce lot s'inscrit dans un programme plus large d'acquisition d'équipements et d'extension de l'offre de dialyse. Que toutes les régions soient dotées et tous les grands départements. Ce qui fait que c'est un programme d'environ 8 milliards de francs CFA et nous sommes maintenant à la 2e phase de ce programme-là. Au-delà des machines qui font le travail de reins défaillants, l'idée de la greffe n'est plus une chimère. Elle apparaît comme la solution finale dans le bon sens. Nous avons de jeunes patients, la moyenne d'âge c'est 30 ans. Il faut leur offrir un avenir, parce que dialyser 3 fois par semaine c'est bien, tu peux le faire 15 ans, 20 ans plus, mais tu n'es pas autonome et la solution idéale c'est la transplantation rénale. Il y a une loi qui a été votée, une loi pour permettre la transplantation d'organes, dont le rein. Ce matériel a été acquis à la suite d'un appel d'offres international remporté par un fournisseur sénégalais, qui plus est une dame. D'ailleurs, à la cérémonie de réception, les femmes entrepreneurs du Sénégal ont été bien représentées. La série sur le quartier de Rebeuss, le secteur informel est très dynamique à Rebeuss. Des menuisiers métalliques, soudeurs, mécaniciens se sont installés dans plusieurs rues pour des activités sources de revenus, des ateliers qui servent de cadre de formation à beaucoup de jeunes. Seydina Lunfal. Les commandes arrivent de partout. Établi à Rebeuss depuis un bon bout de temps, Bassirou est menuisier métallique. Dans son atelier sont confectionnés des lits, des grilles, des salons, des rampes d'escalier. Tout ce qui est fer est manié avec dextérité par ses apprentis. Beaucoup de clients viennent ici à Rebeuss pour commander des articles. L'expertise est là, nous travaillons sans grande difficulté. Son atelier jouxte plusieurs garages automobiles. Presque dans tous les quartiers, des mécaniciens sont installés. Nous travaillons au bord de la route, mais on n'a pas le choix. Nous aurions souhaité travailler dans de meilleures conditions. Nous avons beau chercher, mais nous n'avons pas pu avoir de locaux pour exercer. Ces garages assurent des revenus, mais si l'on en croit ces acteurs, ce sont aussi des centres de formation pour les jeunes qui ont quitté ou qui n'ont pas fait les bancs. Nous avons formé un grand nombre de jeunes. J'ai fait 20 ans ici. Certains de mes apprentis ont ouvert leur propre garage. Menuisier métallique, mécanicien, soudeur, Rebeuss est un quartier très dynamique. Ici, l'informel absorbe une grande partie de la population. Rebeuss, c'est aussi le premier site de débarquement de ferraille. Le business est entretenu par les habitants du quartier. Ils sont installés le long de la rue Marsa. La récupération et le commerce de la ferraille est l'une des particularités de Rebeuss. Fantabachi. Rebeuss, rue Marsa. Sur un périmètre d'environ 1 hectare, plus du tiers des bâtiments abritent des parcs, des magasins et autres cantines de stockage de ferraille destinées à la vente. Fer, cuivre et autres constituent le décor de ces entrepôts de ferraille.
Par ici, on récupère le cuivre. Par là, on pèse, on achète, on revend le fer. Même le plus tordu a de la valeur. Carcasse de véhicules, épaves de bateaux, meubles qui ne servent plus. On nous propose toutes sortes d'objets en fer. Tout est de la récupération. On nous présente du tout. La plupart du temps, on nous appelle un peu partout pour nous proposer toutes sortes de ferrailles. Sur le même site, on retrouve d'autres activités annexes qui utilisent comme matière première le fer. Mais leur commerce dépend fortement du cours et de la disponibilité de ce métal précieux pour eux. Je confectionne des ombrelles. J'achète le fer à côté, au parc. Je le donne ensuite au soudeur qui me fabrique des tiges qui soutiennent les bâches. Sans le fer, je ne peux pas produire. Il y a des décennies, l'activité prospérait, puisque Rebeuss était le site officiel de débarquement de la ferraille. Actuellement, le secteur connaît une forte concurrence. Rebeuss est le numéro 1 des sites de ferraille. Colobane vient ensuite, mais depuis l'arrivée des Indiens, les sites se sont multipliés. Maintenant, il y en a dans pratiquement tous les quartiers. Je vais un peu partout pour chercher la ferraille. Parfois, je me déplace jusqu'au Mali, en Mauritanie, en Guinée, à Richard Toll. Mais on a des problèmes pour écouler notre ferraille. Au-delà de cet aspect, le marché de la ferraille connaît aujourd'hui de nombreuses difficultés. On tirait grand profit de la vente de ferraille. On avait des clients français, allemands, indiens, et on faisait de bonnes affaires avec eux. On vendait le kilogramme de ferraille à 150 francs et on pouvait gagner jusqu'à 15 000 francs par jour. Mais depuis 2012, les prix ont chuté jusqu'à 30 voire même 40 francs CFA. Maintenant, il nous est très difficile d'avoir 1000 francs par jour. Le Chinois à qui est attribuée l'exclusivité du marché de la ferraille prend notre marchandise à crédit. Il me doit un bon de plus de 5 millions depuis des mois. En plus, il garde nos camions pendant plus de 10 jours avant de les décharger. Je suis sûr que les autorités ne sont pas au courant de ces magouilles. Même l'air et la poussière sont tarés. Le Chinois nous impose ses règles et il retient notre argent pendant des mois avant de nous payer. Le marché de la ferraille nourrit bien ses hommes à Rebeuss, même si du reste, le business traverse une phase trouble que ses acteurs ne maîtrisent pas. La rubrique métier s'intéresse aussi à Rebeuss, un quartier où les fabricants de marmites s'illustrent au quotidien. Dans certaines ruelles, les marmites sont exposées. On distingue plusieurs types, grandes, moyennes et petites. L'activité se pratique depuis 1948 et fait le bonheur de nombreux forgerons. Louise Bidza. Rebeuss, rue de Reims, angle avenue du Sénégal, le coin est plutôt célèbre pour la vente des ustensiles de cuisine. On travaille sur les marmites, sur les fourneaux, sur les barbecues. Ce forgeron est le maître des lieux, même si le travail a fini d'épuiser toutes ses forces aujourd'hui et se sent utile dans l'encadrement de toute une équipe. Je suis né le 1er avril 1950. Mon père travaillait ici. J'ai fait l'école, j'ai eu mon BPC en 112. Je me suis fait de formation Rebeuss est né en 1948. Nos pères, nos grands-parents travaillaient ici. Un tour à l'intérieur de l'atelier permet de constater comment et avec quels matériaux et matériels ces marmites sont fabriquées. Le processus assis, c'est de récupérer de l'aluminium, de parler broconteurs. Les broconteurs, c'est ceux qui vendent les ferrailles là. On ramasse les aluminiums avec eux, on vient, on le fond. Il y a la marmite et à la chaudière, on met des moules, on coule, ça sort. Les enfants qui travaillent sur le nettoyage, vous les avez vus, ils sont dehors.
Cet artisan est en train de lisser une marmite fraîchement fabriquée. Comme s'il est sorti comme ça, il ne peut pas être toute neuve. Il faut qu'on le lime encore broché pour qu'il soit bien clair. Après cela, on l'envoie pour revendre. Dans cet imbroglio, c'est dont on travaille à la chaîne, une équipe soudée et une clientèle diversifiée. On a pas mal de clientèle ici. Il y en a qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent de la Côte d'Ivoire, il y en a qui viennent de la Guinée, il y en a qui viennent de Guinée-Bissau, il y en a qui viennent du Mali. Dur est le quotidien des fabricants de marmites de Rebeuss. Leur travail n'est pas sans